Bonjour à tous et bienvenue sur l'IFPAS TV. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission des décideurs engagés de l'assurance et de la banque en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et nous avons le plaisir de recevoir Jacques Richier, président d'Allianz France. Bonjour Jacques Richier. Bonjour. Alors nous allons parler bien sûr de votre groupe Allianz, leader européen de l'assurance, d'Allianz France, de votre stratégie, de vos valeurs, des grands défis pour le secteur de l'assurance avec notamment la transformation numérique. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, on le développera largement, la transformation digitale. Et puis nous évoquerons bien sûr l'approche d'Allianz pour embarquer les collaborateurs face aux grands défis de demain. Mais tout de suite, un mot de votre parcours. Alors, un parcours inattendu et inspirant. Et on va tout de suite écouter une alternante de l'IFPAS, Emmanuelle Moma, qui vous pose cette question. Bonjour Monsieur Richier. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à rejoindre le secteur de l'assurance? Et comment votre parcours personnel vous a-t-il conduit à devenir directeur général d'Allianz? Alors, directeur général et président aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis président d'Allianz, effectivement. C'est une question intéressante parce que je suis rentré par hasard, mais vous savez qu'on dit que dans l'assurance, on y rentre souvent par hasard et on y reste par passion. Moi, je suis rentré parce que j'avais décidé de quitter sur un coup de tête une entreprise. J'étais dans le secteur industriel, dans le redressement d'entreprises en difficulté. Il faut dire que j'ai aimé ça, et puis dans l'assurance, de temps en temps, il y a des cycles où il faut redresser, donc du coup... Et voilà, et un jour, j'ai proposé à la personne qui avait racheté ces entreprises d'être associé, il m'a dit non, je suis parti. J'ai eu de la chance parce que j'ai été appelé à l'époque par un chasseur de tête qui m'a proposé de rentrer dans l'assurance comme auditeur interne. Je ne savais pas ce que c'était que l'assurance. Je dis souvent, j'ai dit oui pour aller au deuxième entretien parce qu'on m'a dit que c'était au sud de Paris. Et comme je suis des Alpes-Maritimes, je me suis dit sud de Paris, ça me rapproche. Bon, il se trouve que c'était à Chartres. C'était mieux que d'être à Saint-Dizier où j'étais allé à l'époque. Mais voilà, et je suis rentré avec l'idée que j'y resterai pas. Avec l'idée que vous y resteriez un an. Vous y êtes toujours aujourd'hui. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a longtemps, oui. Et oui, il y a longtemps. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui vous a incité à rester? Non, c'était il y a 40 ans, 41 ans même. Qu'est-ce qui m'a... Non, en fait, c'est allé vite. Quand je suis rentré, j'ai retrouvé un camarade de promotion d'ailleurs, qui m'avait dit, mais tu sais, c'est un secteur qui est méconnu, qui se transforme. Les profils qui sont recherchés sont plus variés que ce que c'était auparavant, où on avait beaucoup de juristes, par exemple, et des actuaires, comme toujours, mais peu d'ingénieurs, peu de gens venant avec des profils différents. Et c'est vrai que je suis resté parce que ça allait vite. C'est-à-dire, j'ai fait de l'audit interne 18 mois, ensuite j'ai fait de la stratégie 2 ans, ensuite, j'ai été, par un concours de circonstances, proposé comme directeur informatique de cette mutuelle. J'ai pas eu le temps de souffler, moi. Donc, je me posais toujours la question de quand est-ce que je pars, où est-ce que je vais. J'avais envie de partir à l'étranger. Vous avez une promotion, finalement, jusqu'à devenir président. À chaque fois, il se passait quelque chose. Donc, évidemment, on se remet en cause, on essaie de bien faire, d'apprendre ce nouveau métier. Et ça a duré... au moins 8 ans avant que je considère que j'étais là encore pour quelques années. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu des contacts pour aller au Canada, en Afrique du Sud, aux États-Unis, voilà. Et puis à la fin, quand je comparais, je trouvais que là où j'étais, c'était bien. Et puis que le métier, finalement, me plaisait et le secteur me plaisait. Je le découvrais finalement en ayant des fonctions différentes. C'est un métier aussi très humain, donc j'aimais aussi cela. C'est un métier composé de... Enfin, l'assurance, c'est des données et des personnes. C'est vraiment un métier de personnes. Voilà, et puis ça s'est fait que je suis resté dans ce secteur parce que bon, j'ai eu de la chance. Dans la vie, il faut de la chance aussi, il faut rencontrer les bonnes personnes. 12 ans
13 ans après que je sois arrivé, j'ai été nommé directeur général de cette entreprise. Voilà. Et puis après, je suis passé chez Swiss Life et puis après chez Allianz. Et aujourd'hui, vous êtes président, donc non exécutif. Qu'est-ce que ça change? Ça vous donne plus de liberté? En fait, j'ai pris du recul parce qu'en fait, j'étais donc PDG, président et directeur général. Et début 2021 est arrivé le début de la retraite, paraît-il. Ou en tout cas, il fallait que je considère que maintenant, il fallait que je prenne du recul. Et donc, on a dissocié les fonctions de PDG en direction générale, directeur général et président non exécutif, c'est-à-dire que je n'ai pas un rôle opérationnel, mais je suis président des conseils d'administration d'Allianz France et de ses filiales, Allianz Vie, Retraite et Dommages. Voilà. Et dans d'autres secteurs aussi. Et je suis pour Allianz aussi sur d'autres sociétés d'Allianz, Allianz Partners, je suis président d'Allianz Maroc. Et je suis aussi chez Allianz Trade, qui s'appelait l'Air Hermès auparavant, au conseil de surveillance également. Mais ça m'a laissé la liberté d'aller dans d'autres secteurs. Effectivement, je suis président d'Unibail Rodamco Westfield, donc je suis dans un univers des grands centres commerciaux qui est complètement différent aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que ça donne aussi une bonne vue sur ce qu'est le retail, le commerce, comment il se développe. La bataille qui se joue aussi. On voit que moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'assurance et je pensais que c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Mais quand je regarde le retail, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Donc, il n'y a pas de... souvent, on se dit ailleurs, c'est moins pire, mais c'est souvent très exigeant. Voilà. Et puis, je suis dans d'autres conseils, mais plus dans le non-côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes engagé en politique au niveau local, à Nice. Jusqu'où pourrait aller cet engagement? Oh, pas loin. Non, je suis élu à Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur. Je m'occupe de économie, tourisme. Quand on me dit « tu fais de la politique », je dis « non, je ne fais pas de la politique, je fais du développement économique et je fais en sorte que le tourisme, qui est quand même un des piliers fondamentaux de l'activité sur la métropole Nice-Côte d'Azur, soit un tourisme qui se développe harmonieusement en fonction aussi d'une qualité de vie que l'on veut préserver, un tourisme qualitatif, mais qui aussi respecte les très beaux paysages et la variété de paysages que nous avons sur la Côte d'Azur. Mais est-ce que ça vous donne un œil plus pointu sur les transformations de la société? On en parlera, c'est un sujet qui me tient à cœur. La chance que j'ai, c'est d'avoir des activités en dehors de celles que j'ai pour Allianz France. Je vous parlais du retail, les grandes marques, les marques que les consommateurs aiment, n'aiment plus, comment elles se transforment, comment elles intègrent le digital. Est-ce que la vente sur Internet, ça les a déstabilisés ou pas? Ça, c'est un éclairage du comment le consommateur aujourd'hui réagit. Et puis, la politique locale ou une collectivité locale, ce sont les besoins des gens qui vivent dans une ville. Quelles sont leurs attentes? C'est un peu la même chose aussi. Hein. C'est comment... je pense que l'assureur doit complètement être en phase avec les attentes des gens qui sont non seulement ses clients, mais de la société, de manière générale, de la société civile. Donc ces deux éclairages, pour moi, sont importants aussi pour voir ce que demain pourrait être. Voilà, Et c'est justement, ça va nous inciter à parler de votre groupe, donc le groupe Allianz, un leader incontesté. Vous êtes arrivé en 2008 chez Allianz. Alors un mot des chiffres clés. On a envie de dire que Allianz, quand même, c'est l'assureur des superlatifs. C'est un peu ça, c'est effectivement un peu ça, puisque Allianz, alors au niveau monde, en chiffre d'affaires, je ne sais pas si c'est encore parlant, c'est 155 milliards de chiffre d'affaires en 2023. C'est un peu plus de 12 milliards de résultats opérationnels. Donc c'est un groupe, c'est le groupe qui fait le plus de résultats au niveau européen. C'est une capitalisation boursière qui est au-delà de 110 milliards. Donc c'est la première capitalisation boursière en assurance en Europe. Mais c'est vrai que ce sont des superlatifs parce que Allianz, c'est le numéro 1, par exemple, en assistance. C'est le numéro 1 dans ce qu'on appelle tout ce qui est protection des entreprises, notamment dans le crédit export, les choses de cette nature-là, avec les Hermès Allianz Trade. C'est un des plus gros acteurs, en tout cas sur le risque entreprise au niveau international. C'est un très gros gestionnaire d'actifs.
qui se classe certainement dans les 5 ou 6 premiers acteurs mondiaux. Voilà, ce sont beaucoup de positions numéro 1 au niveau mondial. Et puis, c'est un acteur qui, en même temps, a une empreinte locale très forte, surtout au niveau européen, de plus en plus en Asie. Et aujourd'hui, également sur le continent africain. Oui, un fort ancrage européen. Mais en fait, c'est un acteur européen dans une compétition mondiale. Voilà, c'est avec des acteurs chinois et américains. Oui, mais leader, là, dans presque tous les domaines. Alors, où est présent Allianz très concrètement? Où est-ce qu'il est le plus présent? Historiquement, c'est l'Allemagne, parce que c'est le pays d'origine. Mais en Europe, si on prend en Europe, c'est l'Allemagne, et puis France et Italie. Voilà, ce sont les 3 plus gros pays. Après, il y a une présence forte en Europe de l'Est, une présence forte en Espagne, Amérique du Sud. On a des zones géographiques qui ont été regroupées. Et comme je disais, très gros sur les risques d'entreprise. Au niveau monde, hein, je parle des très grosses entreprises. Ouais, non, mais en fait, il faudrait me demander là où on n'est pas, finalement. Ça serait plus simple. Non, mais c'est un acteur qui a une très grosse couverture géographique et qui a une forte présence, je vous le disais, en Asie, en Australie également. Aux États-Unis, uniquement en assurance vie, par contre. Et puis, on a cette management, parce que nous, Allianz, c'est PIMCO, qui est un très gros acteur de la gestion de taux. La position d'Allianz France par rapport dans le groupe Allianz, donc quel est son poids au sein du groupe? Alors, l'année dernière, c'était 12 milliards de chiffre d'affaires, donc vous voyez, c'est 8% du chiffre d'affaires mondial. Par contre, on fait à peu près 10% du profit mondial. Donc, on a une contribution au profit supérieure, entre guillemets, à notre taille. Puisque Allianz France, c'était un peu moins d'1,2 milliard de résultats opérationnels, à comparer aux 12 milliards du groupe. Voilà, nous sommes, je pense qu'on est le 2e contributeur aux résultats après l'Allemagne. On va écouter la question d'un autre alternant de l'IFPAS, Célic Kahn. Bonjour Monsieur Richier. Comment Allianz réussit-elle à se différencier de ses concurrents dans un marché aussi compétitif que celui de l'assurance? Ils ont des questions pointues quand même, les alternants de l'IFPAS. En fait, je vais essayer de répondre à une question, mais en même temps, je me dis, il ne faut pas que je dise tout. Parce qu'il faut qu'on reste les premiers. Absolument, il ne faut pas donner des tuyaux aux concurrents. Je pense que Allianz, c'est une entreprise qui a une énorme exigence, et qui, dans son ADN, est très technique. Donc, c'est une façon de répondre, parce que c'est vrai que nous, chez Allianz, il y a cette culture technique qui fait qu'on essaye, on parlera peut-être plus tard de data et d'intelligence artificielle, parler, et comment, par la technique, on arrive à se différencier, à tirer le meilleur profit de ce que l'on sait au niveau technique pour pouvoir trouver le meilleur équilibre entre les besoins du client, la tarification et le résultat que l'on souhaite obtenir. Ça, je pense que ça fait partie de l'ADN d'Allianz. L'autre élément important pour moi, c'est Allianz ne lâche pas, c'est-à-dire c'est une énorme exigence et de performance. C'est une entreprise qui, de ce point de vue-là, on peut trouver que c'est pas facile, parce qu'il y a une demande de performance, et en même temps, ça nous force à aller au-delà je dirais, on a bien fait. Chez Allianz, on veut avoir très bien fait. C'est un peu... vous savez qu'on est sponsor, on a des Jeux Olympiques au niveau mondial. Vous me demandez l'autre jour, est-ce qu'il y a des parallèles? Oui, il y a un parallèle, c'est l'exigence à son égard. C'est-à-dire, si je suis un compétiteur au niveau mondial, je vais aux Jeux Olympiques, c'est que j'ai une exigence par rapport à moi-même. Je n'y vais pas juste pour faire la compétition, même si l'histoire veut que le plus important, c'est de participer. Il y a l'envie de performer. C'est intrinsèque, porté par être très très bon en technique. Pour pouvoir mieux servir nos clients. Et de plus en plus, c'est une entreprise qui est capable d'aller vers ses clients parce qu'elle est
très forte sur le point de vue technique. On parlera de l'innovation dans un instant, mais ce que j'entends là, c'est que le fait d'être leader ne suffit pas pour être différenciant. Non, alors il y a Michael Dickman, qui est l'actuel chairman Monde d'Allianz et qui a été le CEO d'Allianz Monde. Quand il est parti, il a dit quelque chose qu'on avait tous intégré, mais il l'a rappelé. Allianz peut être leader, mais doit rester humble. Et en fait, c'est l'humilité qui fait qu'on ne se considère jamais comme ayant atteint ce que l'on devait atteindre. C'est-à-dire, nous, on est... Et l'innovation, si on parle d'innovation, c'est un peu ça. C'est considérer que ce que vous avez atteint aujourd'hui n'est pas la limite, ne constitue pas votre limite. Et l'humilité, c'est ça. C'est dire, OK, on ne se promène pas tous les jours, on est content de dire qu'on est leader une fois, mais c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est prouver qu'on peut faire mieux. Et je pense que plus vous êtes costaud, plus vous êtes fort, plus vous êtes reconnu, plus vous devez être humble. Avant de parler innovation, un mot du plan stratégique qui s'achève en 2025, un nouveau en préparation. Alors on se souvient que ce plan stratégique là qui s'achève avait été conçu de façon un petit peu originale. Est-ce que ça sera la même chose pour celui à venir? C'est quoi la méthode d'Allianz en la matière? Non, là, en l'occurrence, le plan qui s'achève actuellement, c'est un plan qui a été très collaboratif, qui a pris une bonne année de participation de nombreux collaborateurs. Je pense que Fabien Watelet, qui est le directeur général aujourd'hui, il est en train de se projeter à son tour, prolonger ce plan avec une forme qui est aussi originale, différente, avec des discussions qui sont entreprises. C'est différent, mais c'est dans la même logique. C'est-à-dire, en fait, nous, on est convaincus, et Fabien et Watelet dans la même logique, c'est que pour pouvoir envisager l'avenir ensemble, il faut qu'on partage le présent et les enjeux de l'avenir. Et donc, toute l'idée de la construction d'un plan, c'est de comment voit-on l'avenir de la société, l'avenir du monde, les attentes des consommateurs demain. À l'intérieur de tout ça, il y a un bloc qui s'appelle l'assurance. Quelles sont les conséquences pour l'assurance et comment nous, on va contribuer à cela. Et plus on a mis à niveau, tout le monde partage la même vision de ce que pourrait être le monde. Alors, on n'a pas un exemple, on peut avoir 5 ou 6 possibles. Et plus on est capable, ensuite, d'inventer des solutions pour cela et de s'adapter. Je pense que le partage, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est pas 2 personnes qui décident pour 10 000 personnes. Voilà, c'est qu'on doit tous partager la même vision de ce que pourrait être demain le monde dans lequel on vit et de ce que seraient les besoins d'assurance pour répondre aux attentes des consommateurs. Et on est toujours dans cette même logique. Et si on parle puisque le grand mot à la mode aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, évidemment que si on ne parle pas de l'intelligence artificielle maintenant avec les collaborateurs, ça peut créer des craintes, comme la digitalisation créée, comme l'informatisation créée. À chaque fois, ça vient bousculer notre quotidien, mais c'est le partage de qu'est-ce que c'est que cette technologie, comment elle peut être utile à notre métier, comment elle peut être utile à nos collaborateurs en amont, qui fait qu'après on le met ensemble en œuvre. La transition est toute trouvée pour parler justement de l'innovation accélérateur de changement. Oui, vous êtes convaincu que l'innovation, c'est pas une option dans l'assurance. C'est essentiel, surtout quand on est un acteur du temps long. En fait, moi, je suis convaincu que la non-remise en cause n'est pas une option. Voilà. L'innovation, c'est un moyen, parfois, de creuser dans des directions qu'on n'avait pas envisagées et d'aller plus loin dans la remise en question. L'innovation, c'est un mot qui aujourd'hui, d'ailleurs, est très, très, très utilisé, peut-être trop, mais nous, je pense que ce que l'on fait quand on s'est structuré, alors je vais être honnête, pendant longtemps, moi j'ai fait près de 40 ans dans l'assurance, je pense que pendant 20 ou 25 ans, j'y ai pas cru à l'innovation, parce que le secteur bougeait peu. Il était assez stable, et je pensais que innover, c'était vite copier. Or, aujourd'hui, je pense que dans l'innovation, on ne doit pas regarder que l'innovation produit ou l'innovation technologique. L'innovation, vous pouvez l'avoir dans de nombreux domaines, y compris dans la façon dont on travaille ensemble. Quand on a créé ensemble, il y a quelques années, les écosystèmes à l'intérieur, on a changé les façons de travailler
on a innové au niveau de l'organisation du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, 7, 8 ans, 9 ans après, on a encore cette avance parce que c'est une façon de travailler qui fait qu'on est beaucoup plus réactif. C'est juste pour dire que... Il n'y a pas que l'innovation technologique. Voilà, les gens sont omnibilés. Et puis la deuxième chose, c'est que l'innovation, elle doit apporter un réel progrès. Dans la façon, et le progrès, c'est la façon dont on regarde le futur positif ensemble. Voilà, c'est pas juste une innovation pour réparer une fuite ici, c'est une innovation pour construire quelque chose de nouveau dont on est fier. Et évidemment, il y a la technologie est un élément qui permet peut-être d'aller plus loin dans l'innovation, mais c'est juste un outil. C'est grâce à ça qu'on peut... Parce que dire qu'il y a de l'intelligence artificielle, ça a été innové ailleurs, mais l'innovation dans l'assurance, c'est comment on va l'utiliser. Oui, c'est ça, comment on utilise les nouvelles technologies. Et en la matière, les assurtech ont un peu poussé justement les assureurs traditionnels à se bouger tout s'est fait en la matière, parce que ça a vraiment transformé le métier, ils étaient plus réactifs, plus tournés vers le client. Est-ce qu'ils vous ont incité justement, vous, grands groupes, à digitaliser plus vite et à aller plus vite en matière d'innovation? Oui, en fait, il y a eu, c'est arrivé au même moment, enfin je parle d'Alliance France, nous on avait un programme de digitalisation qui était assez ambitieux de l'entreprise. Et puis, il y a eu cette vague dite de FinTech, puis d'AssurTech, de transformation, réinventer le métier d'assureur, etc. Il y a eu 2 catégories, ceux qui sont devenus assureurs, ceux qui sont ou courtiers, et puis ceux qui ont amené des briques de techno et qui ont dit, tiens, avec cette brique, on pourrait faire ça, on pourrait améliorer le processus de souscription, etc. Et nous, on s'est dit, il faut regarder, enfin, je reviens sur cette question d'humilité, c'est pas parce que c'est une start-up qui a 10 personnes et que nous, en France, on était 8 ou 9 000, qu'on doit la regarder de haut. C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est challengeant? Est-ce qu'il y a des choses que nous, on n'a pas vues? Voilà, ça nous a aidé, je pense, ça nous a aidé en termes de communication interne, montrer à nos salariés que le monde changeait, qu'il y avait des nouvelles attentes, et ça nous a aidé aussi peut-être à accélérer dans certains domaines, ou à justifier qu'on aille plus vite. Mais en quoi ça a transformé le métier? Le métier fondamental n'a pas été transformé, et je reviendrai un peu là-dessus. Ça reste de la technique, et l'intelligence artificielle peut nous aider à transformer. La data nous a aidé à aller plus loin. Voilà. Peut-être mieux analyser les besoins des clients, mieux analyser les risques, peut-être. Mieux analyser les risques, personnaliser de plus en plus le tarif ou les garanties en fonction de ce qu'on nous demande. Il y a eu des blocs d'amélioration sur tout ce qui était ce qu'on appelle l'expérience client, mais le parcours client a été amélioré. Le fait qu'on traite beaucoup de choses de façon digitale, ça, on a beaucoup progressé. Si je prends l'assurance santé, aujourd'hui, 75% se fait par digital. Je vais passer un chiffre, mais 20% des affaires nouvelles d'Alliance France, elles sont digitales. Elles viennent par des leads. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Donc en fait, et puis il y a des briques technologiques qui nous ont été apportées par des startups pour mieux comprendre le risque ou traiter des questions très particulières. Et ça, nous, au lieu de réinventer, on a dit, bah tiens, ils ont des solutions, pourquoi ne pas les utiliser? Ça, je pense que ça nous a aidé à aller plus vite et puis surtout à regarder beaucoup plus à l'extérieur. Le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui était souvent avec des œillères, qui regardait, en fait, on ne regardait que les autres assureurs. Or, aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit, je considérais qu'on apprendrait plus en regardant ailleurs que sur le secteur de l'assurance. Et les fintech, de manière générale, et les insurtech, elles nous ont permis de regarder vraiment à l'extérieur. Ça vous a challengé un petit peu. Ils étaient plus agiles, etc. Regardez plus loin. Et pourtant, il n'y a pas une assurtech aujourd'hui, contrairement aux fintech, qui émergent dans le marché. C'est les assureurs traditionnels qui ont repris la main. Contrairement, c'est pas la capitalisation d'une fintech qui fait la preuve de son succès à cet instant. Ça viendra peut-être. Mais après, il y a des assurtech qui sont très techno. Très spécialisés peut-être sur des niches. Et qui aujourd'hui travaillent avec beaucoup d'assureurs en leur apportant de la valeur ajoutée, notamment sur la gestion des risques. Alors, on parlait de l'intelligence artificielle, ça va bouleverser la chaîne de process, certains métiers vont disparaître, d'autres vont muter, d'autres vont apparaître. Quelles conséquences pour les collaborateurs et comment Alliance, là-bas, justement, gère ça avec eux pour tout simplement les aider à évoluer, puis peut-être à anticiper les métiers de demain? Est-ce qu'on les connaît, les métiers de demain dans l'assurance? Non, mais en fait, les métiers, ils évoluent effectivement, mais si vous voulez, la digitalisation a déjà été une étape majeure. Parce que
quand vous permet... En fait, la digitalisation, c'était donner au client le stylo. C'est lui qui fait. Il souscrit, il peut aller regarder, il déclare son sinistre, il paye, voilà. Donc c'est en soi, on pouvait se dire, tiens, quelles conséquences sur l'emploi, etc. Mais de facto, les emplois se sont déplacés. Et là, avec l'intelligence artificielle, on a un peu la même chose qui est en train de se dérouler. Je parle d'Allianz et du secteur de l'assurance, plus modestement. En fait, c'est comment on va apporter un meilleur service à nos clients, comment on va faciliter aussi le quotidien au travail de nos salariés. Par exemple, pour citer un exemple, il y a au niveau intelligence artificielle, les équipes ont développé une aide à trouver des documents. Parce qu'il y a des garanties, il y a des règles. Aujourd'hui, il y a les règles européennes, etc. Comment on arrive, on pose une question, on a des réponses. Ça allège les tâches. Ça allège les tâches. On peut aider aussi des souscripteurs qui se trouvent devant un objet, je sais pas moi, un camping-car de 40 tonnes. Comment ça se traite par rapport à un de 8 tonnes. Voilà. Donc ça, c'est des choses où demain, le souscripteur, au lieu de passer des heures à regarder sur des bouquins, il va avoir la réponse tout de suite. C'est telle page de tel bouquin et voilà comment on tarifie. On peut aussi, pour le client, en fonction de son profil, avoir une meilleure connaissance et donc des offres beaucoup plus appropriées. On parle souvent de la fraude, ce n'est que le dernier élément. C'est un élément important parce que finalement, on pourra profiler avec l'intelligence artificielle et la connaissance data que l'on a de nos clients, ceux pour lesquels on va aller beaucoup plus vite, par exemple demain dans l'indemnisation, et puis ceux pour lesquels on aura un traitement parce que voilà, il y aura des choses qu'on voudra connaître plus. Je cite aussi cet exemple parce qu'avec l'intelligence artificielle, la question de l'image. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut aller très vite dans l'indemnisation, donc on sait qu'on peut utiliser des images, des vidéos, demain, sur l'expertise et autres. Est-ce que ces images, elles ont été générées par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elles ont été transformées? Oui, comment vérifier ces images? On est obligé nous-mêmes de développer des outils d'intelligence artificielle pour vérifier. Voilà. Oui. Ça, je ne sais pas si ça s'appelle de la fraude, en tout cas, ça s'appelle faire en sorte que, tiens, c'est clean, on règle, on a un processus qui est digitalisé, on a l'image qui fait la preuve, par exemple, d'un sinistre, et on sait chiffrer. Voilà, donc en fait, il y a, je pense, pour les clients, c'est une façon de mieux les reconnaître, et c'est un paradoxe, mais on va de plus en plus vers l'individualisation. Je sais que ça peut être choquant de la tarification, même si on constitue toujours des mutualités. Et puis pour nos équipes, c'est une simplification de la vie au quotidien. Et au niveau technique, puisqu'on dit que nous, je vous disais, notre ADN, il est très technique, il y a l'ère de la data qui va se conjuguer à l'ère de l'intelligence artificielle pour qu'on soit encore meilleur au niveau technique. Et pour les collaborateurs, c'est une simplification et c'est des aides intelligentes dans leur quotidien. Et c'est un facteur aussi d'attractivité. On va voir justement comment Allianz séduit la nouvelle génération. Alors on dit toujours que les jeunes n'ont pas envie de devenir assureurs, etc., qui préféreraient être banquiers, enfin c'est à voir. Mais en tout cas, est-ce que ces nouvelles technologies puissent aider à rendre le secteur de l'assurance plus attractif auprès des jeunes? Moi, je dis souvent, quand je faisais des réunions, et je le dis encore à l'extérieur, c'est le bon moment de rentrer dans le secteur de l'assurance. Mais ça fait 10 ans que je le dis, parce que ça va très vite, ça change énormément. Ça n'est plus du tout ce que j'ai connu. C'est pas un monde qui était, je vous disais, dans l'assurance, c'était difficile de faire bouger les parts de marché, on se copiait vite, c'était très stable. Là, aujourd'hui, ça va très vite. C'est plus challengeant. Même si, vous preniez l'exemple des AssureTech, rien que ça a un challenge permanent. Après, vous avez une multitude d'acteurs qui aiment l'assurance et qui veulent faire de l'assurance. Donc, le marché bouge, c'est très compétitif, le marché bouge beaucoup. Et si vous voulez être dans cette question de performance, il faut que vous intégriez les technologies. Donc aujourd'hui, si vous voulez changer le secteur de l'assurance, c'est là qu'il faut rentrer, parce qu'on utilise de la donnée, on utilise de plus en plus tout ce qui tourne autour de la donnée, et demain, dès aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc on a toutes ces nouvelles, je dirais, technologies qui arrivent,
qui de mieux qu'un assureur qui, lui, est un puits de données? Un assureur, ça gère des données. Ce ne sont que des données. Et qui ouvre vers de nouveaux métiers, finalement. Et qui ouvre vers des métiers qui sont les métiers recherchés. Donc, on a les métiers liés à la digitalisation, au développement. On a les métiers liés purement à la gestion des données. On a les métiers liés à l'intelligence artificielle. Et puis après, quand vous êtes souscripteur, demain, vous allez être souscripteur, mais vous allez être souscripteur avec de l'intelligence artificielle comme outil. Donc, en fait, le métier de souscripteur tel qu'il était il y a 10 ans et tel qu'il est ou qu'il est en train de devenir n'aura plus rien à voir. Donc, on évolue constamment. C'est pour ça que je dis, c'est un métier qui est complètement en phase, qui est très lié au monde tel qu'il devient, et je dirais sur le devant de la scène, contrairement à avant où peut-être on arrivait tardivement avec les nouveaux outils, etc. Maintenant, aujourd'hui, l'assurance, ça absorbe tout très vite et on intègre des profils. Si vous voulez, on intègre aujourd'hui beaucoup de profils qui sont des profils tech. Et qui sont finalement des métiers en tension. Beaucoup de vos concurrents ou confrères ont des problèmes de recrutement, pas Allianz. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème de recrutement, mais je dis qu'on recrute. Oui, vous recrutez. On recrute et je pense que les data scientists, toutes ces personnes-là, trouvent aussi... Parce que, en fait, quand vous aimez ça, et que vous tombez chez un assureur, vous avez des millions et des millions de données. C'est quand même un endroit rêvé si on veut travailler sur de la matière qui est un data scientist, il faut de la donnée bien propre, etc. En plus, on a une conformité, une éthique. Les assureurs ne vendent pas leurs données, ils font en sorte qu'elles restent privées. Donc si vous voulez faire quelque chose, un beau métier dans des conditions de conformité excellentes, il n'y a rien de mieux qu'un assureur aujourd'hui. Donc nous, on recrute aussi parce qu'on fait des choses innovantes. Alors justement, on a bien compris pourquoi travailler dans le secteur de l'assurance, mais pourquoi travailler chez Allianz? C'est une question qu'aurait pu poser un alternant. Oui, non mais parce que chez Allianz, je pense qu'on n'a pas peur du monde tel qu'il devient. Voilà. Et qu'on intègre ces technologies très vite, qu'on fait des POC, puis après qu'on fait de la mise en exploitation, et qu'il y a, comment dire, l'envie d'être une entreprise moderne alors qu'on est une très grosse entreprise. Parce qu'un de nos challenges, on dit toujours, les petits sont rapides, se déploient plus vite, sont souples, c'est comment une entreprise de cette taille-là, elle garde aussi de la vitesse. Je pense qu'Allianz est une entreprise sur ces sujets-là qui est rapide. Voilà. Et qui s'approprie ces technologies, qui les teste vite, qui n'a pas peur de l'avenir. Au contraire, nous, on est très positifs. Alors, on a bien vu comment attirer les jeunes, mais comment faire en sorte qu'ils restent? Est-ce qu'ils restent chez Allianz? Oui, ils restent. Donc, c'est la preuve, si vous voulez, nous, on a un taux de départ qui est de 5%, commerciaux compris, hors commerciaux, 2%. Donc, en fait, on a un taux de départ très faible. Ça veut dire quand même qu'on sait attirer, mais on sait conserver, et je pense qu'on sait faire progresser les gens au sein de l'entreprise. Et on parlait justement d'avenir. Justement, on va voir comment assurer demain. C'est toutes les questions d'assurabilité. Et il est de plus en plus difficile pour les particuliers, pour les collectivités, de trouver une assurance à un prix raisonnable, voire même une assurance tout court, conséquence du dérèglement climatique. Quelle est la position d'Allianz sur ce sujet? Bon, moi, ma position, c'est de dire, c'est pas la première fois que ça arrive. Simplement, aujourd'hui, sur la question climatique, c'est un sujet de tension. Et il y a toujours un moment où il y a un besoin de régulation, au sens, il faut faire évoluer les règles, il faut faire évoluer les conditions d'assurabilité. Donc on confond le fait que les règles puissent changer et le fait qu'on assure ou qu'on n'assure pas. Après, la liberté d'un assureur, c'est de ne pas assurer, par définition, parce que nous, on a une mutualité et il ne faut pas que quelques risques mettent en danger une mutualité de plusieurs millions de risques. Mais aujourd'hui, je pense tout le monde parle de transition. On est dans une transition également en assurance. C'est comment on accompagne le changement climatique, comment on accompagne les pouvoirs publics, les décideurs sur les mesures qui doivent être prises pour que les conditions de l'assurance puissent s'exercer. C'est tout ça. Mais si on reste figé sur comment on était il y a 20 ans en disant on va assurer de la même manière, ça,
on va très vite dire « Ah, il y a une question d'assurabilité ». Oui, sauf que quand une collectivité n'a pas d'assurance, ça peut poser un vrai problème. La collectivité, elle doit aussi se poser les questions de comment elle gère ses appels d'offres, si c'est un appel d'offres uniquement sur le prix, s'il n'y a pas de prévention, s'il n'y a pas... Voilà, c'est un peu ça. Appartenir à une collectivité, je sais qu'il y a ces conditions, qu'on fait des appels d'offres et que c'est le prix qui vient en premier. Sur ces questions-là, je pense que parfois, regarder uniquement le critère du prix peut conduire à la situation que vous évoquez, c'est-à-dire des communes qui ont une sinistralité très dégradée et qui ne trouvent plus d'assureurs. Il n'y a pas une commune qui a une sinistralité, je dirais, dans la moyenne nationale, qui ne trouve pas d'assureurs. C'est uniquement celles qui ont des difficultés. Mais moi, je pense que tout peut s'assurer. C'est juste comment on met en musique les conditions pour l'assurance. Mais ça peut donner l'impression auprès des collectivités, auprès du grand public, que finalement les assureurs ne veulent assurer que les bons risques, ne veulent pas assurer les mauvais risques. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité justement des assureurs de mieux anticiper les risques à venir pour pouvoir les assurer justement? Ça donne l'impression uniquement en France. Parce qu'en France, il y a eu trop le sentiment que l'assurance, c'était un peu comme la sécurité sociale. Si vous voulez, il suffit d'appeler et puis on est là. Donc, non, je pense que la question, c'est effectivement les assureurs doivent faire leur communication pour prévenir, mais il est important, quand il y a des plans de prévention des risques dans les communes, il faut qu'ils soient appliqués, par exemple, totalement. Pas appliqués depuis la semaine dernière ou appliqués la semaine prochaine. C'est tout ça. Je crois qu'il y a juste une question de dialogue et de voir comment les conditions d'assurance peuvent se mettre en œuvre. Le marché de l'assurance, il est hyper compétitif. Il ne manque pas d'acteurs. Donc s'il n'y a personne, c'est qu'il y a un problème. Et comment on le règle? Mais moi, je suis convaincu... C'est ça, comment on le règle? Parce qu'un particulier, aujourd'hui, c'est obligatoire, on ne peut pas rester sans assurance, une collectivité ne peut pas rester sans assurance. C'est à l'État, justement, d'assumer les risques? Non, ce n'est pas à l'État d'assumer les risques, c'est à l'État de faire en sorte que les parties prenantes trouvent les conditions d'assurance. Enfin, en termes de prévention, si vous avez une rivière qui déborde, je ne sais pas, je prends un exemple, je ne connais pas, hein, qui déborde tous les 3 ans et qu'elle inonde 3000 maisons tous les 3 ans, c'est un cas qui n'existe pas, donc je donne ce cas-là. Et si rien n'est fait pour canaliser, voilà, bah là vous dites, même pour les habitants, il y a un problème. C'est pas qu'un problème pour les assurances, parce que l'assurance, ce n'est que le dernier recours. Le vrai problème, c'est l'habitabilité, c'est pas l'assurabilité. Et donc, comment on fait en sorte que je puisse construire ou vivre dans la maison actuellement en ayant des moyens de protection, c'est tout. Et ça pose la question aussi de comment on va assurer demain. Et comment on va assurer demain, sachant on parlait de big data, on a des données météo en veux-tu, en voilà, demain de plus en plus fines. Il y a plein de startups d'ailleurs qui se lancent en ce moment sur les questions des données météo, non seulement pour le risque agricole, mais pour le risque justement qu'on évoque là, des zones point à point, savoir comment la météo a évolué. Il faut que tout le monde, les communes, les collectivités territoriales, l'État, tout le monde fasse corps autour de ça. Comment on prépare demain en ayant ces connaissances? On a la connaissance. On va écouter la question de notre dernière alternante, Ezine Faifa, sur justement l'assurance demain. Ah. Bonjour Monsieur Richier, j'ai une question pour vous. Comment envisagez-vous l'évolution des besoins des assurés dans les prochaines décennies et quelles seront les priorités pour un assureur en 2050 ? Alors 2050, c'est peut-être un peu loin. Oui, ça fait un peu loin. Non, mais, dans les années qui viennent. D'abord, je reviens sur, je crois que je l'ai dit, mais pour pouvoir répondre à la question, qui est une très bonne question en fait, hein, c'est comment, on parlait d'assurabilité, comment on assure demain. Il faut que nous, assureurs, on soit tout le temps en bonne compréhension du monde tel qu'il est et qu'il devient. Pour moi, c'est vraiment lire le plus vite possible les nouvelles tendances. C'est dans les nouvelles tendances que vous trouvez l'assurance de demain, les nouveaux besoins. Donc ça, 2050 ou 2030, c'est pareil. Il faut arriver à lire tout de suite. Anticiper. C'est vraiment... Pour moi, c'est essentiel, c'est bien connaître les nouveaux trends, les habitudes de consommation, etc. Et ensuite, je pense que tout ce qui tourne autour... Enfin, moi, je suis convaincu que, malheureusement ou heureusement, enfin, le monde s'individualise de plus en plus. C'est le selfie permanent. Donc, en fait, il va y avoir une demande
chacun va considérer qu'il est différent. Il considère déjà qu'il est différent, mais ça va aller très loin, cette affaire. Et donc, en fait, c'est comment on personnalise de plus en plus la proposition d'assurance, et la tarification d'ailleurs, tout en conservant une mutualisation des risques, parce qu'il faut arriver à mutualiser. C'est pour ça, pour pouvoir répondre à sa question, il faudra bien lire le monde, bien comprendre les attentes, être très bon techniquement aussi, et savoir répondre à des besoins individuels. Mais la vraie question que je me pose, moi, c'est savoir si la régulation de l'assurance va nous laisser quand même nous permettre de faire tout ce qu'on aurait envie de faire. Parce qu'il faut voir que la régulation joue un rôle très très important, hein, en termes de contraintes, etc. Mais moi, à la limite, je ne sais pas quels sont les besoins en 2050. Je ne sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, la façon dont on est structuré, on se prépare à ceux dans 5 ans, à ceux dans 10 ans. Voilà, c'est un état d'esprit, ne pas se laisser larguer. Intégrer la tech et intégrer les besoins du consommateur. On en vient bien sûr à la transformation digitale, à la tech, etc. Une toute dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui sont désireux aujourd'hui de travailler dans le secteur de l'assurance, tout simplement, tous les jeunes qui nous regardent, aux jeunes de l'IFPAS aussi? Non, mais d'abord, bravo à l'IFPAS, parce que je vois qu'en 10 ans, c'est une transformation remarquable. C'est un organisme qui a toute sa place et qui est très utile à la profession. Non, je dis qu'ils ont fait d'abord un bon choix de regarder ce secteur, qu'il y a des demandes, que c'est un secteur, autant avant on rentrait sur un poste et on ne bougeait pas, autant c'est un secteur aujourd'hui qui est très mobile. Les métiers en devenir sont des métiers qui sont liés à ce que j'évoquais, c'est-à-dire non seulement la data, mais il n'y a pas que ça, parce que vous pouvez être un commercial, mais demain vous allez utiliser des outils technologiques. Donc la génération qui vient, elle est habituée aux réseaux sociaux, elle est habituée aussi à cette technologie. Donc elle peut se dire, demain, dans mon travail en tant qu'assureur, qui a un mot qui est historique, qui fait un peu vieillot, non, ce sera extrêmement moderne. L'assurance, aujourd'hui, c'est un métier où je pense qu'on peut se réaliser professionnellement, on peut utiliser toutes les technologies dont vous entendez parler, un métier très moderne, et en même temps, c'est un métier de société. Vous parliez d'assurabilité demain. On voit que c'est au cœur de la société, au cœur des enjeux de demain. C'est un métier sociétal. Donc, quand vous allez à un dîner ou au bar ou à un after, quelque chose avec vos copains et vos copines, et qu'il y en a un qui vous dit « je suis chez un parfumeur » ou « je suis chez un lessivier », les gens sont contents. Mais on dit assurance, ça ne bougeait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a plein de choses à raconter. On peut être très fier d'être dans l'assurance parce qu'on contribue aussi à changer le monde. Un secteur qui a du sens, des métiers qui ont du sens. Merci beaucoup, Jacques Richier, d'être venu sur le plateau de l'IFPAS TV. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va se retrouver très vite pour un nouveau numéro des décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Très bonne journée à vous tous. Le groupe IFPAS, en partenariat avec l'Hémicycle, vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change.